À 9 heures du matin, mon père était devant ma porte, les poings serrés, la voix tremblante, hurlant mon nom comme si je lui devais la lune. Ellie se tenait derrière moi en pyjama, les yeux écarquillés, serrant contre elle le dessin qu'elle avait fait pour Noël. Mais des scènes comme celle-ci ne commencent pas par des cris. Elles débutent discrètement par un SMS, une décision, une phrase qui change tout. Pour moi, tout a commencé lorsque ma mère a écrit « On ne va pas fêter l'anniversaire de ta fille. On a des difficultés financières. » Et tout s'est terminé par une vérité que ma famille n'aurait jamais imaginé que je découvrirais. Avant de commencer, dites-moi d'où vous m'écoutez, pour que je sache que je ne suis pas seule. Je m'appelle Scarlett, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai survécu en revoyant mes attentes à la baisse, surtout envers mes parents. Ça paraît dramatique, je sais, mais quand on grandit en étant celle sur qui on peut compter, la discrète, celle qui répare tout sans qu'on le lui demande, on apprend à avaler la déception comme si c'était un aliment de base. Je vis dans un petit appartement près de la côte, où l'air embaume toujours un peu le sel et le vieux pain. Il n'est pas luxueux, mais il est chaleureux, lumineux et c'est chez moi. Juste assez grand pour ma fille Ellie et moi, qui remplit chaque recoin de dessins et de paillettes, et de ce doux fredonnement qu'elle pousse quand elle est contente. Le matin où ma mère m'a envoyé un message, Ellie était assise à table, en train de colorier une licorne couronnée. Elle a levé les yeux vers moi avec ses yeux pleins d'espoir, les mêmes qu'elle a depuis toute petite, ceux qu'elle a hérités de moi, même si les siens brillent encore davantage. Elle m'a demandé si mamie et papy viendraient à son anniversaire cette année. Je lui ai dit que je l'espérais. Je n'avais même pas fini de couper les fraises pour son déjeuner quand mon téléphone a vibré. On ne pourra pas venir à l'anniversaire de ta fille. On a des difficultés financières. Aucune explication. Aucune excuse. Juste une déclaration jetée sur moi comme un reçu. Je suis restée plantée devant l'écran un long moment, essayant de reprendre mon souffle avant qu'Ellie ne remarque quoi que ce soit sur mon visage. J'ai répondu par un simple « pas de problème ». Que dire d'autre quand ceux qui devraient s'en soucier s'en fichent complètement? Mais ce n'était pas un problème. Ni pour moi, ni pour Ellie. J'ai passé le reste de la journée à faire comme si de rien n'était. J'ai aidé Ellie à coller des paillettes sur son dessin. J'ai répondu à mes messages professionnels. J'ai ignoré le pincement au cœur que je ressentais chaque fois que je repensais à ce message. J'essayais d'être rationnelle. Mes parents avaient peut-être des difficultés financières. Un imprévu était peut-être survenu. Mais je me suis souvenu des années où j'avais payé leur forfait téléphonique quand papa avait perdu son emploi. Des mois où j'avais payé leur assurance pour qu'ils puissent garder leur voiture. Les réparations, les appels tardifs, l'argent d'urgence qui semblait toujours urgent jusqu'à ce que j'aie besoin d'aide. Mes parents adoraient parler de loyauté familiale, surtout quand ils avaient besoin de quelque chose. C'était l'anniversaire d'Ellie ce week-end-là. Elle portait une petite robe violette et m'a demandé si on pouvait faire des cupcakes au lieu d'acheter un gâteau. J'ai installé une petite couverture de pique-nique dans le salon, car la pluie frappait les fenêtres en oblique. Nous avons passé sa musique préférée, ouvert quelques petits cadeaux que j'avais mis de côté, et invité 2 de ses camarades de classe dont les parents avaient eu la gentillesse de les déposer. Elle riait, dansait et s'efforçait de profiter de chaque instant. Mais quand la journée s'est terminée et que ses amis sont rentrés, elle s'est approchée de la table, a pris un cupcake et a fixé la bougie que j'avais gardée spécialement pour elle. Peut-être l'année prochaine, a-t-elle murmuré. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement ramassé les paillettes et est passée à autre chose, comme le font les enfants quand ils ne veulent pas vous inquiéter. Mais quelque chose en moi a changé ce soir-là. Pas de colère, pas encore. Juste une douce douleur, étrangement familière. Noël est arrivé plus vite que prévu, comme toujours quand on jongle entre le travail, les factures et un enfant qui compte les jours avec des anneaux de papier collés autour de son poignet. Ellie s'est réveillée tôt ce matin-là, en pyjama rouge, serrant contre elle le dessin qu'elle avait fait pour mes parents, 2 grands-parents se tenant la main, une petite fille entre eux. Elle avait même dessiné un petit cœur au-dessus de leur tête. Assise près de la fenêtre, les jambes repliées sous elle, elle fredonnait doucement, comme pour entretenir l'espoir. J'ai préparé Coco, je vérifiais sans cesse mon téléphone, je faisais semblant de ne pas le faire. Midi est arrivé, puis 2, puis 3. Pas un appel, pas un message, même pas un emoji envoyé par erreur, juste un silence lourd et familier. Ils sont peut-être occupés, ai-je dit, en essayant de paraître légère. Ellie a hoché la tête, mais ses épaules se sont affaissées, comme lorsqu'elle lutte contre la déception. Quand elle a finalement rejoint le salon pour regarder un film, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'aurais pas dû.
Une partie de moi savait que ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais l'habitude est tenace, surtout quand on a passé des années à se convaincre que sa famille est meilleure que la leur. Dès que l'écran s'est allumé, je l'ai vu. Un sapin de Noël plus haut que le plafond de leur salon. Des piles de cadeaux emballés qui débordaient sur le sol. Des arches de ballons qui s'enroulaient au-dessus de la porte. Les enfants de ma sœur Marissa qui déchiraient leurs cadeaux comme si c'était un tournage publicitaire. Ma mère était en arrière-plan, tenant une boîte recouverte de paillettes, un sourire si large que ses yeux semblaient presque disparaître. Au-dessus de tout cela, sa légende flottait comme un coup de poing, tellement chanceuse d'être avec nos petits chéris. Chéri. Ce mot m'a blessé plus qu'une insulte. C'était dit avec désinvolture, sans réfléchir. Apparemment, c'était vrai. Je n'ai pas réalisé qu'Ellie était arrivée derrière moi avant de sentir sa main sur mon bras. Elle a vu l'écran, les ballons, la joie dont elle était privée. Elle n'a rien dit tout de suite. Son petit visage s'est figé, comme aucune enfant de 7 ans ne devrait. Puis elle a murmuré, « Ils m'ont encore oublié, n'est-ce pas ?» J'ai dégluti difficilement, mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai serrée contre moi, mais elle est restée silencieuse, fixant les visages joyeux et lumineux sur l'écran. Ces mêmes visages qui n'avaient pas daigné lui envoyer un simple message. Le reste de la soirée, j'ai erré dans l'appartement comme un fantôme. J'ai réchauffé le dîner. J'ai plié des couvertures. J'ai répondu à des courriels que je lisais à peine. Ellie jouait avec ses peintures à table, étalant de l'or et du bleu marine sur une feuille jusqu'à ce que les couleurs se mélangent. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à la fenêtre, puis se retournait, les poings serrés. Plus tard dans la nuit, après qu'elle se soit endormie à côté de moi sur le canapé, je suis restée assise seule dans la pénombre du couloir. Le silence n'avait rien de paisible. Il était pesant, comme une étreinte, me rappelant chaque facture payée, chaque appel tardif de mes parents, chaque fois que je m'étais fait passer en dernier parce que ma famille avait besoin de moi. Et pourquoi? Un anniversaire oublié? Un Noël silencieux? Une fille qui apprend bien trop tôt que l'amour peut être déséquilibré. Quelque chose en moi s'est brisé. Une ligne nette et franche s'est tracée entre ce que j'avais accepté toute ma vie et ce que je ne tolérerais plus. Je me suis réveillée le lendemain de Noël avec une étrange lucidité, calme, stable, presque troublante. L'appartement était encore plongé dans ce silence qui sut une longue nuit à faire semblant que tout allait bien. Ellie était blottie sur le canapé, serrant contre elle la peinture or et marine qu'elle avait réalisée la veille. Je l'ai enveloppée dans une couverture, j'ai écarté une mèche de cheveux de son front et je suis restée là un instant, laissant le poids de tout cela se déposer sur ma poitrine. Puis j'ai allumé mon ordinateur portable, non pas pour les emails professionnels, non pas pour faire défiler les messages, non pas pour trouver des excuses à des gens qui ne les méritaient plus. J'ai ouvert l'onglet « Paiement ». Des années de virements automatiques s'affichaient sous mes yeux. Forfait téléphonique, assurance, abonnement, petites sommes d'urgence devenues des habitudes. C'était la carte de toutes les fois où j'avais essayé de maintenir la paix, de toutes les fois où j'avais cru qu'en les aidant, ils finiraient par se manifester. Ma main a hésité un instant. Non pas par peur, mais par prise de conscience. J'ai simplement fait cela, silencieusement. J'ai cliqué sur le premier, annuler, puis le suivant, et encore le suivant. Une réaction en chaîne de libération. Pas de musique dramatique, pas de main tremblante, juste un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Au lever du soleil, tout ce dont il dépendait avait disparu. Non par vengeance, mais par nécessité, pour me protéger, moi et Ellie. S'ils étaient incapables d'être là pour une petite fille de 7 ans qui les aimait de tout son cœur, ils n'avaient pas le droit de vivre à mes crochets. Vers la fin de la matinée, mon téléphone vibra. Pas mes parents, bien sûr. C'était ma sœur Marissa. Scarlett. Papa perd la tête. Maman pleure. Tout s'est coupé. Tu as fait quelque chose. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était fatiguée, familière, une voix qui savait exactement de quoi nos parents étaient capables. J'en ai marre, dis-je. C'est tout. Il y eut un long silence, puis un doux oui. Le reste de la journée s'écoula dans un rythme étrangement paisible. Je nettoyais la cuisine, lavais les pinceaux qu'Ellie avait laissés dans le gobelet, pliais le linge. Des choses ordinaires, mais chacune semblait différente, plus légère, comme si je vivais enfin dans une maison où chaque recoin nous appartenait, et non à des obligations que je n'avais jamais acceptées. Ce soir-là,
J'ai aidé Ellie à ranger ses nouveaux livres sur l'étagère. Elle n'a pas mentionné mes parents. Elle n'a pas demandé pourquoi ils n'appelaient jamais. Elle s'est simplement appuyée contre moi et a dit « J'aime quand on est juste toutes les deux ». Et j'ai compris quelque chose. Cette vie tranquille, sans le chaos qui frappe à la porte, c'était ce qu'elle méritait depuis toujours. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas comment mon père réagirait en apprenant que tout avait disparu. Mais je savais qu'il réagirait. Les gens comme lui réagissent toujours ainsi. Et je savais aussi ceci, le calme avant la tempête est bien réel. Il est doux, trompeusement paisible, et il vous laisse juste le temps de reprendre votre souffle avant que tout n'explose. Le lendemain matin, à 9 heures précises, ce fut le cas. À 9 heures précises, les coups ont commencé, secs et furieux, faisant trembler le cadre de ma porte d'entrée comme si quelqu'un essayait de la défoncer. Ellie a sursauté, manquant de laisser tomber son bol de céréales. Je l'ai doucement attiré derrière moi, le cœur lourd mais serein. Je savais qui c'était avant même qu'il ne crie mon nom. « Scarlett, ouvre cette porte !» La voix d'Howard résonna dans le couloir, si forte qu'un voisin entr'ouvrit sa porte avant de se retirer précipitamment. Je pris une profonde inspiration et déverrouillai la mienne, mais ne l'entr'ouvris que d'1 centimètre. Son visage, rouge de colère, emplissait l'espace, une rage folle, celle qu'on ressent quand on perd le contrôle de quelque chose qu'on croyait posséder. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cracha-t-il. « Le téléphone est coupé. L'assurance a disparu. Même cette foutue carte de membre. Tu trouves ça drôle ?» Derrière lui, Linda rôdait, son sac à main serré contre sa poitrine, les yeux oscillant entre nous comme si elle voulait parler, mais avait oublié comment. Un peu à l'écart, Valérie et Tessa, ma tante et ma cousine, les bras croisés, étaient prêtes à juger avant même d'avoir entendu un mot. Je ne bronchais pas. Tout ce que j'ai payé, dis-je doucement, je ne le paie plus. Howard repoussa la porte d'un coup de paume. Je la bloquai du pied pour l'empêcher d'entrer. Son regard glissa par-dessus mon épaule vers Ellie, qui me regardait en cachette depuis le couloir. « Tu l'entraînes là-dedans, » lança-t-il sèchement. « Tu l'empoisonnes. Tu essaies de la monter contre sa famille. » La famille. Ce mot me fit presque rire. Tu veux dire que j'ai dit la même famille qui a raté son anniversaire parce qu'ils avaient des difficultés financières? Puis qui a publié une photo de sa fête de Noël avec des arches de ballons et des montagnes de cadeaux pour les enfants de Marissa. Valérie souffla. Ce n'est pas la question. Tu en fais tout un plat. Tessa intervint, les bras croisés. Tout le monde dit que tu exagères encore. Tu dramatises toujours les choses. Ellie sortit de derrière moi, petite mais assurée. Ils m'ont oublié, dit-elle doucement. Ils m'ont encore oublié. Le silence se fit dans le couloir. Howard détourna le regard le premier. Puis il ricana en secouant la tête. Les enfants ne comprennent pas ces choses-là. Les adultes ont des responsabilités, des factures, des priorités. Exactement. Je me suis immiscée dans la conversation et, pendant des années, j'ai couvert tes problèmes. Son visage se crispa. De quoi parles-tu? Je m'avançai jusqu'au seuil. Laissons maintenant la vérité s'installer entre nous. Les forfaits téléphoniques, l'assurance, les réparations, l'argent d'urgence. Chaque fois que tu avais besoin de quelque chose, tu m'appelais et je payais sans poser de questions. Linda grimaça. Valérie fronça les sourcils. Tessa murmura. Tout le monde aide ses parents. Je levai la main. Mais quand Ellie avait besoin de toi, quand elle t'attendait à la fenêtre pour son 7e anniversaire, quand elle a fait ce dessin pour Noël et qu'elle est restée assise là en pyjama, s'accrochant à l'espoir, tu frappais. Ma voix ne monta pas. Elle n'en avait pas besoin. Tu ne lui as rien donné. Pas un coup de fil, pas un message, rien. La mâchoire d'Howard se crispa. Nous étions occupés. Oui, dis-je. Occupés à fêter les enfants de Marissa. Occupés à publier des photos de tes petits chéris. Occupés à la faire se sentir invisible. Linda finit par parler d'une voix faible. Nous ne voulions pas dire ça. Je ne la laissai pas finir. Tu ne le penses jamais. Mais tu l'as fait quand même. La colère d'Howard s'est ravivée. Rien de tout cela n'explique pourquoi tu as tout coupé sans prévenir. Oh, dis-je en penchant la tête. Ce n'est pas ça la vraie crise, n'est-ce pas? Ses yeux se sont plissés. Que insinues-tu?
Je suis rentrée, j'ai pris le document imprimé que j'avais laissé sur la table de l'entrée et je suis retournée à la porte. Je le lui ai tendu. Il ne l'a pas pris, mais il a lu la première ligne. Son visage s'est décomposé. C'est une demande de prêt, dis-je, à mon nom, en utilisant mon identité avec votre adresse et votre numéro de téléphone, a halté Linda. Les yeux de Valérie se sont écarquillés. Tessa a murmuré. Oh mon Dieu, a balbutié Howard. Il pensait que c'était un malentendu. Un simple, tu as falsifié ma signature, ai-je dit. Et tu as pris près de $8000. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, ses poignets tremblants, sa voix se brisant. Vous n'en aviez pas autant besoin que nous. Le couloir me parut soudain plus froid, comme si ces mots avaient dissipé toute trace de chaleur. Ellie s'approcha, pressant son épaule contre ma jambe. Je posai ma main sur sa tête. Tu as volé ta propre fille, dis-je doucement. Et tu as justifié ça parce que tu pensais que je ne me défendrais pas. Howard se jeta en avant comme pour s'emparer des papiers, mais je les lui arrachai des mains. Il n'avait pas été assez rapide. Il ne l'avait jamais été. Pas quand il s'agissait de responsabilité, de reddition de comptes ou de simple décence. Écoute-moi, grogna-t-il. Si tu portes plainte, je l'ai déjà fait, dis-je. Un silence pesant s'installa. J'ai déposé une plainte hier matin. J'ai joint les documents, les échantillons d'écriture, les relevés de virement, tout. La suite ne dépend pas de moi. Linda se couvrit la bouche. Valérie murmura une sorte de prière. Tessa recula d'un pas. Howard semblait abasourdi, non pas vaincu, mais choqué que la seule personne sur qui il comptait pour garder le silence ait finalement choisi de ne pas se taire. « Tu ne le ferais pas, dit-il, mais c'était une supplique, pas une menace. » Je le regardai droit dans les yeux, calme et sereine. « Je ferais n'importe quoi pour protéger ma fille, même de toi. » Le rapport de force avait basculé. L'instant où il avait compris que je n'étais plus sa sauveuse. Que je n'étais plus son filet de sécurité. Que je n'étais plus celle qui disait « pas de problème », alors qu'elle saignait de l'intérieur. Ellie tira sur ma manche. « Maman », murmura-t-elle, « on peut fermer la porte. »« Oui, ma chérie, » répondis-je. Je soutins le regard d'Howard une dernière seconde, juste assez longtemps pour que la vérité fasse son chemin. Puis je fermai la porte. Cette fois, il n'essaya pas de m'en empêcher. Il n'en avait pas le droit. Le silence qui suivit le clic de la porte était presque irréel, dense, lourd, mais d'une pureté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ellie se blottit contre moi, sa petite main toujours agrippée au bas de mon pull. Je la portai à l'intérieur, verrouillai la porte et, pour la première fois depuis longtemps, j'entendis le clic de la serrure, comme pour empêcher quelqu'un d'entrer. Au cours des semaines suivantes, tout a basculé. Mes parents ne sont plus jamais venus. Ni pour s'excuser, ni pour donner des explications, ni pour tenter une dernière fois de réparer l'irréparable. À la place, des parents éloignés m'ont envoyé des messages passifs-agressifs sur l'unité familiale, puis se sont tus quand je n'ai pas répondu. Valérie a publié des citations vagues en ligne sur les filles irrespectueuses, et Tessa a fini par supprimer la moitié de ses commentaires quand on a commencé à lui poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Marissa était la seule à prendre de mes nouvelles sincèrement. Elle est passée avec des courses un soir et a admis que le prêt ne l'avait pas surprise. Mon père avait essayé la même chose avec moi quelques années auparavant. Elle a dit, j'ai répondu, non, tu n'en as pas eu l'occasion. Ce n'était pas réconfortant, mais c'était honnête. Pendant ce temps, la vie dans notre appartement s'adoucit. Ellie se remit à peindre. De grands tourbillons de couleurs, plus éclatants que ceux qu'elle avait réalisés en décembre. Lorsque son école annonça l'exposition d'art d'hiver, l'une de ses œuvres fut sélectionnée pour la vitrine. Elle se tenait à côté, les mains jointes derrière le dos, souriant de cette fierté discrète qui la caractérise. Son professeur dit qu'elle avait un don. Je la crus. J'eus aussi une augmentation. De nouvelles responsabilités, plus de stabilité, un avenir qui ne dépendait plus du sauvetage de qui que ce soit. Notre maison semblait différente, plus légère, plus chaleureuse, libérée des obligations déguisées en amour. Il ne nous manquait rien. Nous étions enfin au complet. L'hiver revint sans que je m'en rende compte. Un soir, Ellie et moi décorions notre petit sapin, le salon baigné d'une douce lumière jaune. Elle plongea la main dans la boîte et en sortit une nouvelle décoration,
une minuscule licorne dorée pour laquelle elle avait économisé son argent de poche. Elle l'accrocha délicatement à une branche, recula d'un pas et sourit comme si elle avait déposé un trésor dans le sapin. « Tu aimes ça, maman ? » »« J'adore, » lui ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Car, en la regardant rayonner dans la chaleur de notre foyer, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La famille ne se définit pas par les liens du sang. Elle se définit par ceux qui sont présents, qui protègent, qui aiment sans condition ni excuse. Et parfois, le plus courageux est de s'éloigner de ceux qui refusent d'être ainsi. Nous n'avons rien perdu en coupant les ponts. Nous avons gagné la paix. Nous avons gagné la liberté. Nous nous sommes retrouvés. Si vous avez déjà dû poser des limites à votre famille, si vous avez déjà dû choisir votre tranquillité plutôt que leur chaos, dites-le moi en commentaire. Je vous assure que vous n'êtes pas seul. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer.